Ça me fait assez bizarre de m'être posée ici. Je crois que ça fait quand même 2 ans que j'attends ce moment d'enfin en parler. Et je pense que ça va être ma façon à moi d'accepter les choses. Parce que je crois que je l'ai jamais accepté. Pourquoi ça m'émeut comme ça? Ça y est, je suis déjà triste. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que moralement je suis pas trop bien ces temps-ci et que peut-être ça joue le fait d'en parler, mais je crois qu'il est grand temps de mettre des mots dessus et de vous partager mon histoire parce que c'est pas facile au quotidien et que c'est pas commun non plus. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, de comment ça a commencé et d'où on en est aujourd'hui. Alors je vais pas vous faire une définition scientifique parce que moi-même je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure de mon blabla que moi-même je ne sais pas. Moi-même j'ai pas la définition parfaite parce que j'ai l'impression que c'est un peu difficile de savoir précisément. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, même si je ne sais même pas encore comment je vais nommer cette vidéo parce que je veux pas que ça fasse dramatique non plus. Et du coup je vais vous parler de mon histoire avec la maladie de Crohn. Je vais vous parler de comment c'est arrivé, de ce que c'est au quotidien et de comment je le vis parce que c'est pas facile. Et on va voir ça ensemble. Ok, c'est parti. Je vais quand même vous prendre la définition sur internet qui sera quand même un peu le plus facile. Donc la maladie de Crohn c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin pouvant toucher tout le tube digestif. Cette affection est valorisée par des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux ou un dysfonctionnement du système immunitaire, ou peut être aussi causée par beaucoup d'autres facteurs. Vous avez un peu le contexte. Ça vous laisse penser un peu à ce que je vais vous raconter. Mais on va recommencer du début, ok? Recommençons à la case départ. C'est toujours plus facile. Alors, j'ai tenté tant bien que mal de refaire un historique, voilà. Parce que même en essayant de me remémorer, j'avoue qu'il y a des petites choses que j'ai oubliées ou qui vont peut-être me revenir. Enfin soit, la base des bases, tout a commencé le 14 janvier 2022 le soir. Donc vous voyez comme quoi c'est un peu récent, c'est vraiment venu un peu comme ça. Donc ça a commencé le 14 janvier 2022, j'étais tranquillement à cette place-là dans mon lit et j'ai commencé à avoir des douleurs tellement fortes que je pleurais en boule dans mon lit. Je pleurais extrêmement fort, j'avais tellement mal et ça m'empêchait de marcher. Je devais marcher penchée et ça me faisait mal vraiment en bas à droite, mais tellement fort, c'était vraiment horrible. En plus de ça, j'avais de la fièvre, donc je mourais de froid, puis j'avais super chaud. Enfin, je me sentais vraiment dépérir. J'avais extrêmement mal. J'ai quand même réussi à passer la nuit, mais j'ai extrêmement mal dormi cette nuit-là. Et effectivement, je devais aller travailler le lendemain matin à 7h. Je me suis quand même réveillée. Et en fait, j'ai terminé à regarder Kodioko au salon et j'ai fait c'est pas possible. Sauf que mes parents se sont réveillés et m'ont dit qu'est-ce que tu fais là? On était dans un climat un peu particulier chez moi, donc je parlais plus trop à mes parents à ce moment-là. Et du coup, ils étaient là en mode qu'est-ce que tu fais là? Et moi, j'avais pas très envie de leur parler, honnêtement. Je leur avais pas parlé de la soirée. Et je leur ai dit, je saurais pas. Donc, j'ai téléphoné à mon travail pour dire que je pouvais pas venir. Et vraiment, j'étais dans le divan, j'étais emmitouflée dans plein de plaids. J'avais de la fièvre, j'avais super froid, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai voulu téléphoner à mon médecin qui a décroché, mais qui m'a expliqué que malheureusement, elle avait pas de place pour moi malgré mon état le samedi parce qu'elle avait des consultations, etc. Donc, elle m'a renvoyée vers le 1733, qui est en Belgique le numéro des médecins généralistes ou des médecins disponibles le week-end. Donc j'ai téléphoné, j'ai eu une place, donc j'y suis allée. En plus, pour vous resituer, on était en pleine période de Covid. Donc je vous laisse imaginer mais vous êtes sûr qu'on n'avait pas le Covid? Et j'étais là, mais non, ce n'est pas le Covid. Écoutez ce que je vous raconte, quelque chose en bas ne fonctionne pas, ça va pas bien du tout. Donc il avait vu que j'avais de la fièvre, que j'étais pas bien. Donc il m'a renvoyée aux urgences. Il voulait me faire un test Covid, j'ai fait non. Vraiment, non. Quand je vous dis que je n'ai pas le Covid, c'est que je n'ai pas le Covid. Point barre. Donc, j'ai terminé aux urgences de ma ville. D'ailleurs, j'ai toujours une photo à ce moment-là. On était du coup le 15 janvier 2022 et j'ai terminé pendant 6 heures aux urgences. 6 heures. Les échographes étaient fermés, c'était le week-end. Il y avait quasiment pas de médecin. Il y avait personne. Il y avait personne. En fait, on m'a simplement fait une prise de sang. D'ailleurs, c'est le début des aiguilles. Voilà. Et à un moment après ma prise de sang, ça a duré. On n'arrête pas de me répéter, oh, je suis désolée, c'est un samedi, il n'y a pas les services d'ouvert. Mais je suis en train de mourir intérieurement là, donc il va falloir faire quelque chose.
Donc ils m'ont fait ma prise de sang et ils m'ont simplement donné des Pentomèdes qui sont, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des médicaments pour soulager les douleurs d'estomac. Et on m'a renvoyée chez moi alors que je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre tellement que je souffrais. Vraiment je devais marcher penchée, j'avais une douleur tellement forte. Donc finalement j'ai pris ça, j'ai pris des anti-inflammatoires parce qu'à un moment donné vous avez envie de vous taper la tête au mur. Donc j'ai pris des anti-inflammatoires et c'est un peu passé, surtout la fièvre. Je crois que ça a fait baisser la fièvre et la différence que vous n'avez pas de fièvre, c'était incroyable. Mon corps me disait quelque chose ne va pas, ma grande. Et j'entendais mon corps, mais les médecins n'entendaient pas mon corps. Donc j'ai quand même été chez mon médecin généraliste le lundi quand elle avait rouvert en lui expliquant ce qui s'était passé. Elle m'a dit que c'était pas normal. Du coup elle avait pris toutes mes données, etc. et elle m'a renvoyé elle m'a un peu donné la tâche de trouver un gynécologue et un gastro, je sais plus le nom de ce médecin là d'ailleurs, c'était pas un gastroentérologue avant, c'était un, je ne sais plus, mais bref, du coup j'ai commencé à téléphoner parce que j'étais Namur c'était plus accessible parce que n'allez pas dans ma ville, par pitié. Donc j'ai réussi à trouver, je ne sais pas par quel miracle, un rendez-vous le lendemain chez une gynéco. Je sais pas par quel miracle, il faut 6 mois, 1 an avant d'avoir un rendez-vous. Donc j'y suis allée, je lui ai expliqué mon cas, etc. Du coup, elle m'a contrôlée parce qu'en fait, vu que c'est par voie d'en bas, on voit beaucoup plus facilement ce qui se passe au niveau des intestins parce que c'est directement accessible en fait. Donc elle a fait les examens, elle a utilisé ses petites caméras, tout ce que vous voulez, et elle m'a dit désolée, moi je ne vois rien. Du coup, elle en a profité pour me faire un check-up qui s'est très bien passé d'ailleurs, donc ça m'a rassurée sur un autre point. Donc la gyné n'a rien donné, donc j'ai été à l'hôpital à Namur, je ne sais plus quel monsieur, ni je ne sais plus quel service, où il m'a fait un échographe et il a vu que sur l'échographe j'avais en fait quand vous quand vous faites une radio de vos intestins, vous devez tout avoir clair. Si vous avez une zone de foncé, c'est que ça va pas. Et j'avais effectivement une zone de foncé de 3 cm sur le côté en bas à droite. Il me dit il y a de l'inflammation. Et en fait ça se voyait dans mes prises de sang, j'étais tout ce qui est inflammation, globules rouges, globules blancs, ça pétait les plafonds littéralement. C'était extrêmement élevé. Donc de là, il m'a donné, je sais plus précisément tout ce qu'on m'a donné niveau médicaments. Il y en a qu'un qui m'a marqué, je vais vous en reparler après. Et donc en fait, après cet examen-là, il m'a dit dans votre état, il faut que je vous revoie dans une semaine. Sauf que c'est pas que la semaine où il m'a donné rendez-vous, je devais partir à Madrid. Je n'ai pas été à Madrid, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai dû contacter la personne avec qui je devais partir pour annuler. Bref, j'étais dans une dépression possible, je vous laisse imaginer, j'étais dégoûtée. Parce que j'allais en faire partir avec mes études compliquées et tout, donc c'était genre une bouffée d'air, c'était trop nécessaire. Et là, je venais de faire mes problèmes de santé, c'était une cata. Donc finalement, j'ai eu le deuxième rendez-vous chez lui où on avait fait un petit bilan, mais il m'avait donné rendez-vous chez une autre femme qui a été ma gastro pendant plus ou moins 6 mois. Donc je tiens à vous rappeler qu'on est dans une période Covid, donc pas mes parents avec moi, seule à devoir tout encaisser. En plus, désolée, mais la gastro chez qui j'étais ne m'expliquait rien du tout. Elle ne me donnait aucune information. Vraiment, c'était une catastrophe parce que j'étais perdue. J'avais mal, je souffrais, mais j'avais pas de réponse à mes questions. Elle en avait pas non plus. Donc, j'ai été chez cette gastro-là qui m'a prescrit un entéro-IRM parce qu'il fallait qu'on aille voir d'un peu plus près ce qui se passait. Je ne vais vous expliquer ce qu'est un entéro-IRM. Comme on m'a dit, je ne vous explique pas ce que c'est. Enfin non, on m'a dit ça le jour J. Le jour J, on m'a dit, vous savez ce que c'est? J'ai dit non. Parce que moi, comme une idiote, j'ai pas été faire des recherches. Elle m'a dit, heureusement, parce que si on vous avait expliqué ce que c'était, vous ne seriez pas venue. Et de fait, je ne serais pas venue si j'avais su ce que c'était. Soit. Donc, je vous laisse aller voir sur Google ce qu'est un entéro-IRM. Mais là, on se situe le 1er mars 2022. Je vous mets d'ailleurs la photo des 2 petites bouteilles que j'ai dû ingurgiter. Ils m'ont donné quasiment plus d'1,5 litre de boisson à boire en une demi-heure. Et j'ai vu ça va pas être possible. C'était dégoûtant. Mon estomac, il saturait. J'ai dit à un moment donné, je ne peux plus ingurgiter votre produit. C'est pas possible. Donc j'ai quand même été prise à l'examen. Donc j'ai mis ma petite robe d'hôpital toute mignonne. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était un entéro-IRM. Et je vous promets que j'ai souffert parce que j'avais toujours mal à l'endroit où j'avais mal. Beaucoup moins, mais la douleur était quand même là. Donc faut se dire que... ça faisait cette taille-là, si pas plus grand, qu'on vous insère, je vous laisse imaginer où. Donc, cette chose rentre dans votre corps, vous avez une douleur par un endroit vraiment où vous n'avez pas envie. Voilà. Et en plus de ça, j'étais dans un scanner en même temps, donc je devais
contracter les poumons parce que la boisson qu'on m'avait fait boire permettait d'avoir des radios beaucoup plus claires et beaucoup plus visuelles de tout ce qui se passait dans mes intestins et également dans mon ventre, etc. Donc ça permettait vraiment d'être bien visuel. Sauf que quand on vous ingère ça, en fait cette tigette de je ne sais pas combien de centimètres va vous expulser de l'air à l'intérieur de votre corps pour faire gonfler votre ventre. Imaginez la douleur en bas, très présente, plus tout le liquide qui gonfle avec vos intestins et vous devez bloquer votre respiration. Au début ça allait et puis ils injectaient de l'air et plus j'ai commencé à pleurer, je souffrais. Mais par contre merci aux infirmières parce qu'elles étaient vraiment extrêmement mignonnes, elles étaient là pour moi, elles me caressaient les jambes pour essayer de me rassurer, elles essayaient tant bien que mal de me soulager mais c'était vraiment un véritable enfer. Vraiment à la fin ce qui a été le plus douloureux c'est même pas à la fin de l'examen, c'est au moment de l'extraction parce que je devais je vous le dis, bref, je devais serrer les fesses le plus possible pour ne pas que le liquide sorte. Pendant qu'on me retirait cette tigette de 40 cm, je n'ai jamais eu autant mal, mais une horreur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis repartie de là en chialant, c'était horrible, vraiment très mauvaise période. Mais cet examen étant passé, on a pu vraiment voir qu'il y avait vraiment de l'inflammation, qu'il y avait un problème quoi. Donc j'ai refait un petit coucou chez la gastro à l'hôpital à Namur, m'a prescrit de fait pour un mois après de nouveaux examens qui étaient une gastroscopie et une coloscopie. Gastro-estomac, colon, intestin. Pour voir vraiment, pour essayer, il commençait déjà à poser un diagnostic, mais il devait vérifier. Donc, j'ai fait ces examens-là le 1er avril. C'est-à-dire que j'ai dû commencer à me préparer plus ou moins 2-3 jours avant. D'ailleurs, le moment où j'ai filmé ma vidéo avec Glenn, où elle me transforme en hôtesse de l'air sur sa chaîne. Donc en fait, le jour où j'ai filmé cette vidéo avec elle, à 16h, je devais couper l'absorption de nourriture. En fait, il y a eu 24 heures où je ne pouvais plus manger qu'une certaine liste d'aliments. Après, j'ai dû être à jeun. C'était réglé. Et en fait, le soir avant l'examen du lendemain, j'avais eu des produits à boire, mais une le soir, une le matin. En fait, vous êtes à jeun, donc vous crevez de faim, vous crevez de soif. Et les boissons qu'on vous donne ont un taux... c'était tellement sucré, les gars. Mais vraiment que j'avais envie de vomir. Je devais boire 1 litre à 1,5 litre de cette boisson-là en un laps de temps. J'avais envie de vomir. Vu que vous avez faim et tout, le sucre contenu dans la boisson m'a donné un mal de tête. En fait, j'avais filmé un vlog de tout ça, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était un peu inutile. Donc j'ai quand même des extraits, ça dites-vous que ça fait quand même plus d'1 an que je garde ces extraits-là. Donc je vous les insérerai en même temps. Mais donc j'ai bu cette fameuse boisson, qui était vraiment horrible. D'ailleurs, ça m'a pourri de gourde parce que le goût restait dedans. Même si c'était des goûts genre mangue ou fruits du dragon, c'était dégueulasse. Donc je me suis pointée à l'hôpital, hop, à jeun. Et du coup, je suis montée en chambre. Je suis passée que vers midi. Mais je suis arrivée genre vers 8h au matin. Et comme une grosse idiote, vraiment la plus grosse idiote du village que vous pouvez rencontrer, je me suis pointée en me disant que je vais rentrer faire les examens, rentrer chez moi. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc j'ai été hospitalisée 4 heures dans un lit. J'avais 21% de batterie. Je me faisais chier. Ça va? Je me faisais chier. Et d'ailleurs, je vous ai gardé les petits extraits. Il neigeait. C'était incroyable. Il neigeait. Il a neigé à 1er avril. Voilà. Après les examens, c'est la salle d'attente pour faire une radio de mes poumons. Super top. J'adore. Et du coup, je dois attendre. Super bonne journée. Comme ça. Et j'ai 2% de batterie. C'est super chouette. Donc en fait le plus dur vraiment dans les examens c'était de boire les boissons horribles. À jeun ça va, tout ce que vous voulez, mais les boissons c'était vraiment le plus dur des examens. Parce qu'en fait on m'a mis sous anesthésie générale. Donc on est venu me chercher vers midi et demi. Je sais même plus à quelle heure je suis sortie d'ailleurs. En fait on m'a fait un cathéter et puis on m'a endormi. Et bah je me suis réveillée comme une petite fleur, on m'a fait tout ce que vous voulez. La dernière image que j'ai c'est de rentrer là où ils ont fait l'examen, de me poser 2 questions et puis c'était ciao. Et je me suis réveillée genre je sais plus combien de temps après. Et en fait, elle est venue me baragouiner plein de trucs. Moi, j'étais dans le cake. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a dit « ça ne peut être que ça ». Et vraiment, cette phrase m'a marqué à vie. Ça ne peut être que ça. C'est pas c'est ou c'est pas, mais ça ne peut être que ça. Malgré tout ce qui existe, ça ne peut être que la maladie de Crohn. À un moment donné, vous avez été voir dans l'intérieur de mon corps, il faudrait vous décider. Et elle m'a juste dit, bah vous ne pouvez juste plus manger de champignons. D'ailleurs, ma déception de mettre des champignons dans ma sauce avec mes spaghettis. Mais bon, soit. Parce qu'en fait, les champignons sont des fibres qui ne se désintègrent pas, de ce que j'ai compris. Et vu que la maladie de Crohn fait rétrécir mon intestin, ça va juste faire des bouchons. Donc on va éviter. Donc voilà, c'est tout ce qui en est ressorti.
Sauf que j'ai été de nouveau chez elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris peur. J'ai pris peur parce qu'elle voulait me donner des traitements. Déjà, je ne sais plus à quel moment on m'avait pris... Je sais plus si c'était avant ou après. Donc c'était à ce moment-là. Et puis c'est seulement après que... Ok, oui c'est ça, je m'en souviens. C'est un peu compliqué. Mais du coup, j'y suis allée, elle m'a prescrit de la cortisone. Donc évidemment, c'est sous ordonnance. Moi, je vous parle de mon expérience. Tout est personnel, les médicaments, etc. Moi, je vous raconte mon expérience. Elle m'a prescrit du Budenofalk, qui était en fait de la cortisone que je ne savais pas. Donc j'avais 3 médicaments à prendre 3 fois par jour pendant 3 semaines, puis 2 pendant 3 semaines, puis 1 pendant 3 semaines tous les jours. Donc ça m'a soulagée, c'était un truc de fou, plus de douleur, je me réveillais le matin, c'était magnifique. Et puis après j'avais des petits granulés à prendre dans un verre. J'ai toujours les boîtes qui sont dans ma pharmacie, là-bas je ne les ai jamais utilisées de ma vie, je ne voulais pas boire ça. Et finalement j'ai appris, là des temps après, c'est du Pentasa, que c'est complètement inutile, que ça n'agit à rien. Ça sort de la bouche de mes gastro, bref. Enfin, de ma gastro dans mon nouvelle... Enfin, vraiment nouvelle gastro. Bref, on s'en fout. Donc, je me suis retrouvée avec du Budenofal qui m'a sauvé la vie, qui m'a bladé libérée. Sauf que quand j'ai fini le Budenofal, je n'ai plus rien pris. Parce qu'en fait, après, j'ai eu encore un rendez-vous chez la gastro qui voulait me prescrire du coup un traitement. Sauf que désolée, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, toujours période de Covid, pas mes parents, rien. Elle me proposait 3 types de traitements différents. Mais avec un type, je pouvais avoir un cancer de la peau. Avec un type, je pouvais avoir un cancer de je ne sais plus où. Je pouvais avoir mon système immunitaire qui se retournait contre moi. Enfin, vraiment, j'ai fait à un moment donné, je ne veux pas me détruire non plus. J'aime mon corps, j'aime ma santé, voilà, genre non. Et donc en fait, j'y suis jamais retournée. Et j'ai plus été suivie pendant quasiment 4-5 mois. Voilà. Donc dites-vous que là, on était quasiment fin avril. Bah, j'ai plus été suivie jusque... Bah, même pas. Enfin, avril-mai, j'ai plus été suivie jusqu'au décembre. Oui, je suis partie en Erasmus entre temps. Attendez, on va y arriver. Donc, j'ai simplement... Enfin, je suis retournée chez mon médecin généraliste en lui expliquant que j'avais toujours mal. Donc en fait, vu qu'elle avait vu que le Budenofalk fonctionnait, elle m'avait simplement prescrit du Budenofalk. Donc j'ai continué à prendre ça. Mais j'ai quand même... Non, je l'ai arrêté pendant un moment. Et en fait, j'ai eu une crise à Marseille. Quand j'étais à Marseille avec mes parents en août 2022, j'ai eu une crise le soir. Donc en fait, il faut savoir que de ma personne, quand je vais aux toilettes, j'adore raconter ce genre de trucs. Je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je n'ai plus du tout un rythme digestif comme les personnes lambda. J'y vais très irrégulièrement et quand j'y vais, des fois ça arrive comme ça, mon corps me dit c'est maintenant ou jamais. Donc ça c'est extrêmement embêtant, mais en plus de ça, j'ai mal. Je souffre, je sens tous mes intestins se contracter, je sens tout le mal-être qui se trouve dans mes intestins qui se répercute sur ce moment-là. Ça peut durer 10, 15, 20 minutes. J'ai l'impression que c'est Koh-Lanta le bazar. Sauf que je pleure. C'est une catastrophe. En plus, bah, j'ai pas du tout... Je sais pas comment formuler ça. Et là, je ne vais pas aux toilettes comme les gens normaux, comme ça devrait être. Voilà, bref. J'ai plus été suivie après jusqu'à la crise d'août où je suis retournée du coup chez mon médecin et du coup, elle m'a prescrit du Budenofalk pour partir en Erasmus. Sauf qu'après la fin de ma plaquette d'Erasmus, j'ai commencé à prendre du poids entre soirée, alcool, cortisone, rythme de vie, sommeil décalé, tout ce que vous voulez. J'ai pris 10 kilos. Je vous en avais parlé en janvier de mon mal-être. J'ai pris 10 kilos en pleine face. J'ai tellement mal vécu ça. Vraiment. Et c'est en fait en me rendant compte après que c'était de la cortisone que j'ai fait on va peut-être arrêter parce que la cortisone faisait grossir. Et finalement, comme ma gastro enfin la nouvelle gastro, donc en fait je suis rentrée en Belgique. J'ai été chez mon médecin généraliste en lui disant que j'avais toujours des douleurs et que ça ne m'allait pas, que j'ai trouvé une nouvelle gastro, rendez-vous d'urgence à l'hôpital de Liège, au CHU de Liège. Donc, d'ailleurs, je suis tombée sur une pépite, elle est trop mignonne, trop sympa, donc je suis très contente d'être tombée sur elle après toutes mes mésaventures. Et en fait, on avait vu aussi, je ne sais pas si je l'ai dit entre temps, mais on avait vu aussi que j'avais une deuxième zone qui s'était déclarée, donc à gauche et à droite, parce que j'ai commencé à avoir mal à gauche, j'ai fait... Donc j'ai quand même une petite inflammation à gauche et j'ai 3 cm à droite, mais peu importe la taille que ça fait mal. J'ai pensé à vous filmer, mais j'ai laissé ma carte SD au salon. Bref, je dois partir. Update, j'ai été en décembre, aujourd'hui j'ai rendez-vous, on est le 25 juillet. Je sais pas comment ça va se passer, tout ce que je peux vous dire c'est que ça ne va pas trop. J'ai des fortes douleurs régulièrement, donc je sais pas trop si c'est le stress, si juste c'est comme ça, je sais pas trop. Donc direction Liège avec mon petit livre juste ici et... Oups là. Et voilà, donc je vous tiens au courant en direction le CHU.
J'espère que ça va bien se passer, je suis un peu stressée parce que je sais pas du tout ce qui va m'arriver. Et en fait j'ai été chez ma nouvelle gastro, j'ai commencé à tout lui expliquer et là elle a fait des gros yeux comme ça, elle m'a dit mais tu n'es plus suivie depuis plus de 6 mois. J'ai fait non, elle m'a dit mais il va falloir prendre les choses en main en fait. Donc elle m'a repalpé, elle a refait une échographie, elle m'a dit que ça allait parce que même si j'avais toujours des douleurs, à cet endroit là c'était plus enflammé comme avant. Donc c'est à ce moment là qu'elle a vraiment dit bah écoute en fait si c'est la maladie de Crohn. Donc ce que je vous ai pas dit non plus c'est que ça faisait depuis tous mes examens que je ne savais pas si c'était ça, pas ça, ça, pas ça, on savait pas. On voulait me donner des traitements pour quelque chose dont on était même pas sûr. Donc finalement elle m'a prise en charge, donc je suis devenue sa nouvelle petite patiente. Et donc en fait elle m'a expliqué que malheureusement pour commencer des traitements il faudrait que je sois régulièrement en Belgique, ce que je n'ai pas pu être pendant 6 mois. Donc simplement, enfin 7 mois parce que même quand je suis rentrée fin juin, elle était en congé jusqu'au 24 juillet. Je suis restée vraiment 7 mois sans aucun traitement. Elle m'a dit bah j'espère que ça va passer. De fait ça a fait mal mais c'est passé l'Erasmus, voilà. C'est un peu de ma faute aussi, j'avais tellement un rythme de vie dégueulasse que mon corps il m'a dit oh stop. Donc j'ai du coup eu le rendez-vous le 29 décembre où on a refait un bilan et là où elle m'a dit bah tu as la maladie de Crohn. Voilà. Point barre. Ce qui nous amène, on fait un petit bond dans le temps, on passe du 29 décembre au 25 juillet parce que j'étais en Erasmus, il s'est rien passé. Donc je la revois le 25 juillet, elle me repose des questions, elle me refait un peu un bilan de comment s'est passé mon Erasmus, de comment s'est passé au niveau de mes intestins, de mon transit. Voilà, c'est ça le mot transit que je cherchais tout à l'heure. Bref, elle me refait un petit bilan, etc. Elle me repalpe, mais elle s'excuse parce qu'elle n'a pas l'échographe. Donc on n'a pas refait d'échographie depuis. Mais en palpant, elle voit que ça va, que c'est pas gonflé, etc. Et donc elle me parle d'effectivement commencer un traitement parce que si je ne me fais pas traiter pour cette maladie-là, ça peut du coup se développer encore plus, s'attaquer à tous mes intestins. Malheureusement, de ce que j'ai appris, il peut y avoir des stades. Je ne sais pas à quel stade je suis. Je ne demande pas l'avis de X ou Y dans les commentaires. Je vous raconte juste mon histoire. Je demanderai à ma gastro quand je la verrai le 12 septembre. Mais je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas le traitement, enfin on me donne le traitement pour me soulager. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc 25 juillet, rendez-vous, etc. Et on fixe le début du traitement le 4 août. Elle m'explique que c'est 2 perfusions à faire à l'hôpital, à 2 semaines. Tout pile d'intervalle. Donc j'ai eu ma première perfusion le 4 août et j'ai eu ma deuxième perfusion le 18 août. Le 4 août tout s'est très bien passé. On m'a piqué dans le bras ici, j'ai eu le petit médicament, etc. C'était long et elle m'a expliqué qu'il y avait 2 effets, c'était le mal de tête et la fatigue. J'ai eu les 2 mais c'était supportable. Donc 4 août première perfusion, tout se passe bien, magnifique. Donc on se retrouve directement au 18 août. On va faire ma deuxième perfusion. Non, on m'a perfusé dans le bras droit. C'est d'ailleurs ce qui était très peu lent, pourquoi sur mon téléphone j'avais le bras qui m'endormait. Bref, parce que vous avez acheté une tigette, soit. Donc on arrive au 18 août où on fait la perfusion dans ce bras là. Je demande à ce bras là parce que comme ça j'ai au moins ma main droite vu que je suis droitière pour utiliser mes affaires. Sauf qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai horreur du sang. Horreur des piqûres, ne me parlez pas de ça. Vous vous approchez avec votre doigt qui s'est coupé, je deviens blanche, c'est ciao, ok? Donc pour vous dire que je fais des prises de sang et des piqûres à la mort moelle depuis quasiment 1 an, plus d'1 an finalement, 1 an et demi. 1 an et demi, on est quand même 1 an et demi depuis le 15 janvier 2022. 1 an, c'était la cata. Parce qu'en fait, j'ai demandé de me prévenir quand elle piquait, mais je sais pas, elle m'a fait mal quand elle m'a piqué, donc j'ai bougé. Et en bougeant, elle a déplacé l'aiguille. J'ai commencé à avoir mal. J'ai commencé à avoir mal et elle commence à me raconter que j'étais pas normale, que j'ai mal, que je ne devrais pas avoir mal, que c'est de ma faute parce que j'ai bougé. Puis elle me dit qu'elle va devoir me repiquer. Puis elle me dit, regarde, il y a beaucoup de sang qui sort. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pas dire dans une phrase. Et là, j'ai commencé à palpiter. J'étais là, faut me repiquer. Ah, j'ai commencé à devenir blanche. Je me sens pas bien. Je sentais mon cœur, il battait comme ça. Bref, j'ai fait une chute de tension. Faut déjà savoir que j'ai une tension très basse. Je suis à 9,5, 10, maximum 11 dans mon quotidien. Donc je nais avec une tension basse, mais ça n'impacte pas mon quotidien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que je suis passée de 9,5, 10 à 6. Je me suis sentie mourir, vraiment. Et du coup, elle arrête pas de me dire oui, mais c'est pas normal que t'aies mal, machin. Puis du coup, ils ont appelé du service pour essayer de me mettre 4 claques pour me réveiller. Donc finalement, c'est passé, sauf qu'elle a quand même essayé de faire passer la transfusion. Mais une douleur, j'ai commencé à pleurer douleur. Parce que j'avais vraiment le sentiment de sentir le produit rentrer dans ma peau. Je sentais l'aiguille. En fait, je savais tout ce qui se passait dans mon bras. Ça me faisait un mal de chien, vraiment trop mal, vraiment trop mal. J'ai commencé à pleurer, je fais est-ce que c'est normal que j'ai mal comme ça? Elle était en mode, ouais, j'étais en mode j'en ai marre, j'étais en train de subir ma vie vraiment. Donc finalement, elle m'a retiré tout là. Elle m'a épilé un bras en retirant tous les pansements. Elle m'a fait de l'autre côté.
Oui, elles étaient à deux comme ça en mode tu ne bouges pas Noémie, tu ne bouges pas. Je suis en mode oui. Finalement ils m'ont piqué de l'autre côté, donc moi j'avais toujours mes larmes de partout. On m'avait levé les pieds, on m'avait tendu, donc finalement j'étais dans un lit, on était sur une chaise. Donc elle a réussi à me faire à l'autre bras, aucune douleur de l'autre bras bizarrement. Bah oui. Donc la transfusion s'est faite. Finalement elle m'a gardé une demi-heure et pas une heure. Donc ça c'était bien parce que j'ai gagné un peu de temps. Mais vraiment j'étais blanche, j'en avais marre. Faut se dire que ça fait 1 an et demi que ça dure, que j'ai toujours des douleurs, que j'ai toujours mal, que quand mon transit ça va pas, que quand je vais aux toilettes ça va pas, parce qu'il y a d'autres trucs qui viennent après. Et je vais vous expliquer aussi ce qui se passe dans le présent maintenant. Donc ce que je vais vous expliquer après se passe depuis le 15 janvier. Donc je fais ma deuxième perfusion et on en arrive à la date d'aujourd'hui. On est actuellement le 30 août 2023. Vraiment quasiment plus d'1 an et demi après. Donc à l'heure actuelle j'ai réalisé du coup mes 2 perfusions de traitement et je vais commencer les piqûres moi-même. Alors à base je devais me piquer tous les jours dans le doigt. Je pense qu'avec l'événement que je vais de vous raconter, la réponse était non. Donc je passe sous forme de stylet à piquer moi-même toutes les 2 semaines. C'est des sortes de stylets comme les diabétiques. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué, donc je vous l'explique comme on me l'a dit. Donc c'est des stylets où on ne voit pas l'aiguille que je vais devoir me piquer dans le ventre toutes les 2 semaines. Donc je dois commencer demain. C'est bon pour vous? Le 1er septembre. Donc déjà j'ai eu plein de problèmes avec la pharmacie parce que mes papiers n'étaient pas en ordre. Faut savoir que les piqûres sous 6 flacons c'est 2800 €. Heureusement que les mutuelles sont là pour vous faire payer que 12, clairement parce que je ne serais pas capable de payer ça. Bref, c'était un petit aparté pour vous montrer un peu la joie que c'est. Et donc je commence ça sous forme de stylet demain. Je vais les chercher à la pharmacie tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous intégrerai le moment des piqûres parce que je crois que ça va être encore une aventure. Finalement je vous avais dit qu'à mon avis je vous filmerai peut-être pas quand j'aurai mes médicaments, mais en fait je suis tellement choquée de la taille de la boîte qu'il faut que je vous montre parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. Alors je vérifie qu'il n'y a pas mon nom. Oh, la taille de la boîte, quand mon papa l'a sortie de son sac, j'ai un peu tourné de l'œil. Il y a une plus petite boîte quand même qui sont les petites compresses désinfectantes là. Bah écoutez, c'est le grand jour. Ça va être le moment de faire la piqûre. Déjà j'ouvrirai la boîte parce que bon. C'est parti hein. Je sais même pas comment ça s'ouvre. À ce qui paraît il faut juste appuyer, ça se fait tout seul. Parce que j'ai un peu peur. Allez, il reste un bout collé. Ah mais c'est une boîte pour des boîtes. Alors, soulevez ici. Vraiment c'est un tuto maladie, c'est incroyable. Alors dans une boîte on a ça. Là il y a la notice. Et là, il y a le petit stylet. Voilà, toujours bien emballé. On ne va pas parler du plastique ni des emballages. Donc, en gros, je dois l'ouvrir. En gros, j'appuie et la petite aiguille là et ça va mettre le produit. Et voilà, moi je sais pas si je vais filmer quand je vais le faire, mais moi je vous aurais montré l'unboxing. C'est super stressant. Bon, je suis en train de lire tout le mode d'emploi finalement. Donc en fait ça doit aller au frigo, mais vu que ça sort de la pharmacie, c'est bon. J'ai lu un peu toute la notice. Donc je peux faire soit dans l'arrière des bras, soit sur le ventre, mais pas à 5 cm du nombril ou sur les cuisses. Je crois que le plus facile c'est le ventre parce que j'ai pas envie de me piquer à l'arrière. Enfin, motricité ça coince. Faire dans mes cuisses, pas trop envie. J'ai le droit de faire sur là, mais pas là. Mais bref. Pour la zone que je vais piquer, et en gros je vais devoir retirer le capuchon et appuyer là au-dessus. Et je dois compter jusqu'à 10. Donc je dois laisser appuyer, laisser jusqu'à 10. Puis quand il n'y a plus de produit, retirer. Mais à ce qui paraît, ça va brûler. En fait, je vous entends me dire « Allez, fais-le !» Me crier dessus pour que je le fasse. Je sais pas, c'est plus encourageant que quelqu'un fasse de moi, je sais pas. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est difficile. Je déteste les aiguilles. Piqûres, j'ai peur que ça fasse mal. Mon petit coton. Allez. Je vais faire ça où? Pas vous montrer évidemment, on n'est pas infirmier ici, mais... Ouais, en plus j'ai mon baggy. Mon pantalon un peu baissé, style taille basse. C'est vraiment horrible. Désolée, mais... Noémie. Voilà, j'ai désaffecté un peu partout, comme ça on sait jamais. Je dois retirer. Ok, 10 secondes. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Allez, un peu de courage. Mais je veux pas faire ça. Pourquoi j'ai rien demandé, moi? Je peux demander à vivre ça. Allez, je dois y arriver toute seule. Il suffit d'appuyer et de laisser 10 secondes, c'est pas compliqué. Allez, bordel. Conclusion, c'est ma maman qui me l'a fait, ça fait super mal.
Ça fait super mal, genre j'ai crié, ça fait trop mal. Déjà tu sens l'aiguille qui rentre dans ta peau, ça fait pas agréable du tout. Et le produit, ma gastro m'avait dit que ça brûlait un petit peu, mais ça brûle de fou. Ça fait super mal, c'est super long, 10 secondes. J'attendais qu'une chose, c'est d'entendre le deuxième clic. C'était horrible et je vais devoir faire ça toutes les 2 semaines. Ça m'a fait trop mal. Bon, moi je suis tranquille pour 2 semaines maintenant. Je vais devoir faire toute ma vie. J'ai pas envie de faire ça toutes les 2 semaines. J'ai pas envie. Je veux pas refaire tous les examens médicaux. Je voulais une vie normale. Mais donc, le bilan à l'heure actuelle, parce que là je vous ai raconté tout et finalement on est déjà au moment maintenant. Actuellement, j'ai toujours des douleurs quand je vais aux toilettes, ça je vous l'ai dit. Pas plus tard qu'hier, j'ai pleuré encore toutes les larmes de mon corps, ça me faisait un mal de chien. Donc ça c'était le 30 août. Voilà, donc j'ai toujours de très grosses douleurs. D'ailleurs j'ai eu ma gastro au téléphone hier et elle m'a dit que les médicaments faisaient effet qu'à partir de 2-3 mois. Donc j'ai encore le temps d'avoir mal. J'ai aussi des douleurs là où j'ai mes 2 inflammations à tout moment de la journée. Genre vraiment j'ai une vie normale et d'un coup forte douleur, paralysie, je suis en mode comme ça et en fait je peux plus bouger. Je souffre pendant genre 2-3 minutes, parfois 5, parfois 10, ça me fait extrêmement mal et puis ça s'en va comme si ça n'était jamais arrivé. Et j'ai aussi un autre symptôme que je ne peux pas dire autre chose qu'handicapant au quotidien. D'ailleurs j'ai rendez-vous le 1er décembre seulement, donc en fait ma maman elle a pu venir avec moi le 25 juillet et elle a dit mais Noémie elle a tout le temps mal au dos. Et la gastro a dit bah vous n'êtes pas la première personne à m'expliquer qu'il y a aussi peut-être des douleurs de dos qui peuvent surgir. Et donc en fait moi quand je reste debout pendant 5 minutes quand même, faut pas abuser, 10-15 minutes debout trop longtemps, j'ai tout le bas du dos qui me paralyse et en fait j'ai des douleurs dans le bas du dos donc je dois m'asseoir en fait. Et donc je dois être assise ou me coucher, ce qui n'est vraiment pas cool au quotidien. Et donc en fait quand je vais en festival, quand je vous filme des vidéos en story, dites-vous que je souffre le martyre. J'ai mal au dos. Je veux toujours m'asseoir quand je suis dans la foule mais les gens ils se disent qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pourquoi elle s'assied. Donc je me fais crier dessus. J'ai eu la même chose quand j'ai été voir Gims pour mon anniversaire. Je me suis assise, j'étais tout devant, j'emmerdais les gens parce que j'étais assise. Sauf qu'en fait je pouvais ne plus être debout, donc j'ai dû partir de la foule, me mettre derrière. C'est très handicapant, j'ai mal au dos tout le temps. Là maintenant je suis mal assise, je suis sur des coussins pour que vous me voyez un minimum. J'ai mal au dos parce que je suis mal assise, c'est vraiment tout le bas du dos mais je ne sais pas comment vous expliquer quelle douleur c'est un peu une douleur permanente, une sorte de crampe mais qui s'en va que quand je m'assieds ou quand je me couche. J'avoue que être debout au quotidien c'est pas pratique. Alors vous allez me dire mais Noémie tu es institutrice maternelle, bien vu, et ben c'est la merde. Donc j'ai des douleurs de dos constamment, sauf qu'elle m'a dit que c'était possible d'être réglé parce qu'en fait vu que intestin ça se répercute sur derrière. Alors c'est pas tout le dos mais c'est vraiment tout le bas du dos, donc c'est vraiment en face des intestins et donc ça pourrait se régler quand j'irai voir un rhumatologue. Et du coup j'ai été prendre rendez-vous, on m'a dit que j'avais de la chance d'avoir un rendez-vous le 1er décembre parce que sinon c'était en février. Donc ça veut dire qu'au quotidien je vis avec des douleurs de dos constantes. Je vais faire les courses, j'ai mal au dos, je suis en festival, j'ai mal au dos, je reste debout pour écouter quelqu'un, j'ai mal au dos, on discute quelque part, j'ai mal au dos, c'est tout le temps et c'est super handicapant. Donc pour l'instant c'est un peu les seuls symptômes que j'ai et encore heureusement. Au niveau de mon alimentation, j'essaye de manger quand même sainement, beaucoup plus sainement d'ailleurs. Bon je sais pas si ça se voit mais j'ai perdu 7 kilos déjà. Je sais pas d'où c'est venu, c'est pas nécessairement voulu la perte de poids, tout s'est évaporé en 3 semaines. Je n'ai pas de recette miracle, prenez que je suis malade du coup. Donc à mon avis il y a un système différent qui s'est mis en place, peut-être aussi l'arrêt d'alcool, l'arrêt des soirées et tout, ça on a tout à jouer. Un jour je me suis pesée, j'ai vu que j'avais perdu 7 kilos. D'ailleurs les pantalons que j'ai achetés début juillet sont 4 fois trop grands pour moi. Bon ça c'est pas pour me déplaire puisque je suis quand même bien contente d'avoir perdu le poids que j'avais pris, mais il me reste encore du poids à perdre. Mais tout mon corps est en train de se réguler tout seul, il est en train de faire son travail tout seul. Donc voilà, j'ai pas de recette miracle, c'est pas quelque chose de malsain non plus. Je suis suivie donc tout va bien au cas où. Mais donc ça veut dire qu'en fait au niveau alimentation, j'essaie de boire quasiment que de l'eau parce que tout ce qui est boisson gazeuse, même alcool, j'ai mal au ventre, ça me brûle et c'est super handicapant aussi parce que quand je vais boire un verre avec quelqu'un on me dit mais tu prends pas de coca ou tu veux pas autre chose que de l'eau et c'est pelant de devoir constamment justifier que en fait j'ai mal au ventre, je suis pas bien après, mon transit ça va pas, machin blablabla. Donc c'est un peu pelant de devoir justifier aux yeux de la société à chaque fois pourquoi je prends de l'eau. C'est surtout même le regard des gens, vous voulez de l'eau? Oui. Ou j'essaie de faire super attention.
façon j'essaie de limiter un peu ce que je mange, de manger beaucoup plus de fruits et légumes, mais bon j'ai jamais eu une alimentation bourrée de légumes, donc c'est pas maintenant que ça va commencer, mais j'aime bien ça, donc ça me dérange pas heureusement. Mais donc j'essaie quand même de faire attention parce que je sens que je sais pas vous dire quel aliment ne va pas, quelle catégorie d'aliments, mais c'est pas facile au quotidien, parce que j'essaie quand même de faire attention et je mange beaucoup moins qu'avant, déjà parce que j'ai plus le rythme d'Erasmus d'aller manger à gauche à droite toutes les 4 lunes, mais aussi parce que faire travailler mon estomac tout le temps, vu que je vous explique que j'ai pas un transit régulier, je n'y vais pas tous les jours et donc en fait tout se stocke constamment et ça se stocke plus quand c'est le moment fatidique, je souffre, vous voyez. Donc moins je mange, mieux je me porte, tout en mangeant toujours en quantité régulière et assez, mais j'essaie de plus grignoter comme avant entre les repas. J'essaie de faire juste mes repas et c'est tout. J'essaie de manger de meilleurs aliments aussi, mais en fait chaque corps est différent, chaque personne réagit à la maladie différemment. Donc moi je vous parle de mon expérience, mais évidemment c'est pas la science infuse, voilà. Et donc voilà, on en est actuellement. Je vais chercher mes médicaments à la pharmacie et je vais simplement commencer mon traitement. De ce que ma gastro m'a expliqué, je pourrais peut-être recommencer la colo, l'examen de colo en avril puisque c'est tous les 2 ans. Ne m'en parlez pas maintenant, je ne veux pas. Mais donc voilà, je viens d'arriver au bout de mon histoire. Je sais pas ce que je pouvais vous raconter d'autre. Je vous ai raconté tout mon parcours, comment je me sens. Je vous ai parlé de comment je me sentais, de tout. Je vous ai un peu tout raconté. Je sais pas si je pourrais vous faire d'autres vidéos là-dessus. Je sais pas si j'ai peut-être... Je sais pas. Voilà, je vous ai un peu tout dit finalement. C'est tout ce que je m'étais noté. Donc si vous avez des questions, quoi d'autre, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Moi je vais clôturer cette vidéo ici. Ça m'a fait du bien d'en parler. Je crois qu'il était temps que j'en parle. Parce que même au quotidien, je peux pas en parler à tout le monde. Mes proches suivent ça en même temps que moi, mais ne le vivent pas. Je sais pas trop à qui en parler quand je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, quand j'ai mal. C'est difficile à justifier au quotidien de dire que je dois constamment être assise, même en soirée, parce que j'ai mal au dos. Devoir justifier que j'ai pas envie de boire de l'alcool, que j'ai envie d'eau en soirée aussi. Ou même quand on me voit pas bien, parce que j'étais pas bien au concert de Gims. On pense toujours que je suis bourrée à cause de l'alcool. C'est vraiment handicapant au quotidien, socialement, même si j'arrive à passer outre et que je côtoie tellement peu de personnes et toujours les mêmes personnes que finalement tout le monde est au courant, donc tant mieux. Mais aux yeux de ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas toujours facile parce que ça reste quand même handicapant au quotidien, mais ça m'a libérée et je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo là parce que je parle en fait de quelque chose qui me fait mal. En vrai je réalise pas quotidiennement à quel point c'est handicapant et à quel point ça a tout changé. Ça a tout changé au point de vue de comment je me sens, de comment mon corps vit. Finalement je vis avec la douleur quand ça vient et c'est vraiment pas facile parce que personne peut vraiment vous comprendre et je sais pas si d'autres personnes connaissent ou ont déjà vécu ce genre de choses, mais pourquoi pas en parler ensemble, parce que enchaîner tous les rendez-vous médicaux, les piqûres, les examens, les prises de sang, la prise de médicaments, voilà, c'est pas jojo tous les jours, donc ça fait du bien d'en parler une bonne fois pour toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est pas nécessairement obligé d'être plus, mais bon voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour quelque chose d'un peu plus joyeux quand même. Ciao!